écoute ça. Oh là là, c'est beau. On sort 30 litres de l'eau à l'heure, quoi, hein, si les produits sont bons. On l'a buvé à quelle occasion dans le temps? Oh, la boîte tout le temps. Les occasions, il y a toujours des occasions pour boire la radio. Moi, je pense bien que c'est l'exode urbain, là. Salut à tous, ici Talavera. Je vous retrouve pour le deuxième numéro de Nature Redneck, que j'appellerai aussi plus communément cutéreux à la française. Alors vous voyez là, je suis dans mon petit potager, je suis en train de préparer mon jardin d'hiver, on va dire. Enfin, jardin d'hiver, non, je dis des bêtises. Non, je prépare mon jardin pour cet été. En fait, je fais quasiment pas de jardin d'hiver. J'ai 2-3 betteraves là-bas, 2-3 conneries, mais je fais plutôt un jardin d'été, on va dire. Mais donc, je prépare mon sol en hiver pour cet été. Alors là, je vais vous montrer. Vous voyez, ça, c'est de la râpe de raisin. Voilà pourquoi je parle du potager, parce qu'en fait, je suis en train d'amender mon sol avec de la râpe de raisin. Râpe donc qui est le résultat de... On a fait le vin, on a pressé notre raisin, il reste la râpe. Et normalement cette râpe, certains la mettaient au goret, bon, mais, comme dirait l'autre, il y a encore un petit billet à faire. Un billet, c'est pas un billet, mais c'est-à-dire qu'en gros, rien ne se jette, et en fait tout resserre. Et donc, la râpe de raisin, une fois qu'elle a été pressée, une fois qu'on a fait notre vin, eh bien, on la met en fût étanche et on en fait de la râpe. On en fait de l'agnole, pardon. On fait de l'agnole de râpe. Très très bonne eau de vie. Quand c'est bien fait, c'est une très bonne eau de vie. Pour faire le pinot, par exemple, c'est une excellente eau de vie. Et je dirais même en dégustation, c'est une excellente eau de vie. On a fait le test, parce que je sais que dans les pays du Sud, c'est une vraie spécialité là-bas, la grappa. On a fait le test, on a passé une eau de vie de râpe en fût de chêne pendant 1 an et le résultat était vraiment exceptionnel. Ça fait une eau de vie de dégustation sublime. Donc voilà, comme quoi, faut rien jeter. Et du coup, la râpe, moi, elle finit donc, elle finit dans le jardin. Il y a le chien qui en mange, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle finit dans le jardin. Donc ça me fait un couvert de sol et puis les vers de terre se mettent là-dedans. Ils adorent ça, ce qui permet d'obtenir un sol meuble au printemps. Voilà. Je fais un peu du millefeuille, vous savez, avec des feuilles mortes, etc. Bref, mais c'est pas l'objet de ce Nature Redneck. Je voulais vous parler cépage et vinification. On avait parlé l'autre jour de ma vision de la vigne au passage en treille, plutôt qu'au cep tailler les couilles à ras du cul. Hein, parce que voilà, j'avais expliqué dans le premier numéro. Ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Et donc on va parler cépages. Alors évidemment les cépages modernes, je dirais, sont plutôt à éviter. C'est très maladif, c'est des cépages qui sont très productifs mais qui sont finalement très maladifs. Et donc ça faut droguer, c'est le bordel. Donc les cépages, je dirais qu'il faut privilégier. Alors moi j'ai un goût personnel pour les vieux cépages fauxés, les vieux hybrides américains. Et oui, c'est américain, mais c'est comme ça, hein. Vous savez, c'est ce qui a sauvé c'est ce qui a permis après le phylloxéra, c'est les cépages américains qui ont permis de replanter de la vigne en France, puisqu'il n'y a qu'eux qui étaient résistants au phylloxéra. Et donc moi j'ai vraiment une affection particulière pour ces cépages. Alors celui qui est très répandu dans nos coins là en Vendée, c'est le Noah. Cépage interdit de 1935 à 2003. Alors dans les campagnes, ils croient que c'est toujours interdit. Alors les gars, ils ont tous des pieds de noix cachés quelque part, tu sais, et puis ils te disent on les interdit de noix, on les interdit. Alors moi je leur dis non, c'est plus interdit, non. Ah si, on les interdit. Alors je leur dis non, le décret a été abrogé le 6 septembre 2003, c'est plus interdit. Ah oui, mais normalement on les interdit. T'as compris, ça leur est rentré dans le crâne, il n'y a plus moyen de le sortir. Alors il se trouve par contre que le Noah n'est pas autorisé dans la viticulture professionnelle. Les vignerons pros ne peuvent pas s'en servir. Par contre, c'est absolument pas interdit. Et donc moi, j'aime et j'affectionne particulièrement les cépages donc dits fauxés, que sont le Noah, que sont l'Otello. Alors ça, c'est les deux qu'on trouve beaucoup dans nos coins en Vendée.
Noah Otello, mais il y en a d'autres comme l'Isabelle qui est appelée raisin framboise. On est en train de faire quelques essais là. Alors bon, ça pousse normalement dans le sud de la France, en Italie. Donc je sais pas si ça va prendre chez nous. On a quelques broches mais qui sont dans une serre là. Alors évidemment dans la serre ça marche. Qu'est-ce que ça va donner à l'extérieur, j'en sais rien. Herbemont, Jacquet. Je dois en oublier un. C'est pas grave, bon, mais de toute façon ce sont les cépages foxés et ce sont les hybrides américains qui ont, donc les 6 ont été interdits. Noah, alors c'est marrant, les 6 qui ont été interdits, c'est eux, c'est ceux vers lesquels il faut aller quoi. C'est comme les humoristes, ceux qui sont interdits, vous pouvez aller écouter, les autres c'est pas la peine. Ceux qui sont conseillés par le système, vous oubliez. J'ai un copain qui est spécialisé dans les piafs, il m'a dit, tu sais, le piaf il peut pas, il faut parce qu'il a peur. Et ça, c'est vrai parce que j'ai acheté un chat il y a pas longtemps. Poutine, je l'appelais. Je fais ce que je veux. Oh. Bon ben là c'est un peu pareil, on va vous conseiller du merlot et du syrah, aucun intérêt. Il faut aller vers les cépages résistants, les vieux cépages, donc ce sont Noah, Otello, Jacquet, Herbemont, Clinton, Isabelle, voilà je crois que j'ai fait le tour. Ces cépages n'ont pas besoin de traitement, puisqu'elles sont résistantes naturellement, il n'y a pas besoin de traitement du tout. Ni pour l'oïdium, ni pour le mildiou. Et ça se bouture facilement. Donc c'est très intéressant pour développer sa propre vigne. On ne passait ni par les vendeurs de produits phytosanitaires et ni par les pépiniéristes, puisqu'on pouvait bouturer les cépages directement au sol et créer sa propre vigne. Voilà. Il y a aussi d'autres cépages qui fonctionnent très bien. On a le 54-55 chez nous qui est une petite merveille, alors qui n'est pas un cépage foxé là du coup. C'est pas un cépage foxé, donc c'est une des longues séries d'hybridation. Et le 54-55, si vous voulez, il est très connu dans le coin parce qu'il faisait un excellent rosé. Et comme autrefois, boire du vin rouge, ça faisait paysan, les mecs se sont mis à faire du rosé. Ça faisait moins, tu vois, t'as moins les dents tachées, etc. Ils se sont mis à faire du rosé. Alors le rosé, c'est du raisin rouge. Pour la petite anecdote, c'est du raisin rouge, mais la différence c'est que le raisin rouge, vous le broyez et vous le laissez macérer sur sa pulpe, sur sa râpe, pendant une semaine, des fois jusqu'à 2 semaines. Pour ceux qui raflent complètement, qui laissent que le grain, ils peuvent laisser jusqu'à 15 jours. Voilà. Alors que le rosé, si vous voulez, vous le vendangez et vous le pressez direct. Il n'y a pas de macération sur sa pulpe, sur sa peau. Donc il récupère beaucoup moins de tanins et donc il est rosé quoi. Mais c'est la même chose. Avec le même raisin, vous faites du rosé et du rouge. Voilà. Donc j'en reviens au 54-55, les mecs se sont tous mis à faire du rosé dans le coin, ça fait un bon rosé. Et donc ça faisait classe d'avoir un vin clair et non pas un vin qui tache les dents, qui est violet. Cela dit, moi je trouve qu'en rouge il est encore meilleur. Pour moi c'est-à-dire que le petit bouquet qu'on a au final dans le rosé de 54-55, donc son vrai nom c'est le Cébel au fait. Voilà, je parle 54-55, on dit tous ça ici. Le 54-55 c'est le cépage Cébel. Et donc ce 54-55 finalement ce Cébel, quand il est fait pour moi en rouge, il est encore au-delà, c'est-à-dire que le petit bouquet final qu'on a quand on le boit en rosé, il est décuplé en rouge. Donc pour moi c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Donc voilà, il y a des cépages comme ça, comme le 54-55 qui vont très très bien, 18 000, 26 000, ce sont des cépages qui sont vraiment pas maladifs, qui donnent du raisin sans problème. Voilà, donc il faut privilégier ça. Bon, en fait, il faut aller voir les anciens dans les vignes, et puis voilà, il faut leur dire qu'est-ce que c'est comme cépage. Si le mec il dit j'ai du merlot, du syrah, tu te tires en courant, c'est pas la peine. Par contre, s'il dit il est d'eau 18 000, là, puis il est d'eau 54-55, et puis on la donne Noah, et puis bon ben là c'est parfait, vous pouvez faire des broches, vous pouvez lui demander est-ce que je peux venir pendant la taille, vous faites des broches, et je vais vous montrer quelques broches. Voilà, tiens, par exemple ici là, voilà, donc là j'ai des broches qui sont là, qui ont été piquées en terre et qui vont attendre d'être repiquées quand elles auront raciné, voilà. Donc voilà, nous on fait comme ça, on fait des broches, vous piquez ça en terre, vous le laissez raciner, et puis après une fois que c'est raciné, vous plantez votre plant où vous voulez, vous le laissez courir le plus possible, le plus long possible, le plus grand possible, vous lui laissez vivre sa vie. Pour revenir au vin, donc c'est pas tellement difficile de faire du vin rouge, ce qui est très compliqué c'est de faire du rosé et du blanc. Alors, on a essayé, ça fait 11 ans avec mon pote, avec mes potes qu'on fait du vin. Et donc le vin rouge c'est pas compliqué. Comme vous récupérez les tanins pendant cette macération,
pendant la fermentation, mais voilà, vous laissez le vin sur sa pulpe là, et pendant une semaine vous brassez tous les jours, il récupère les tanins, et du coup il se tient bien, c'est un vin rouge, vous pouvez le tenir l'année. Alors le gros problème du rosé, c'est que donc dépourvu de tanins, comme le blanc, pareil, donc le blanc même chose, on laisse pas macérer, on presse tout de suite, et ben ça se tient pas. Donc qu'est-ce que font les professionnels? Ben, ils le tapent au soufre. Ils le tuent au soufre, c'est les fameux sulfites que vous voyez, mais il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas le choix, si vous voulez. Ils n'ont pas le choix. Là, du coup, c'est pas une attaque, je dirais, c'est pas une attaque contre les gens. Le soufre, c'est que si tu achètes du blanc sans soufre, d'abord, il va se perdre très vite, il va repartir en fermentation, machin, etc. Et puis ça se perd, ça se tient pas. Ça se tient pas, faut leur... Alors, il y en a peut-être qui diront qu'il y a des exceptions, mais en règle générale, si vous voulez, en gros, il faut empêcher le rosé et le blanc de faire sa deuxième fermentation. Parce que ça le rend pas bon. Ça lui donne un goût de ferment, c'est pas très bon, quoi. On en a perdu plusieurs, comme ça, c'est pas bon, c'est dégueu, quoi. Donc, il faut les empêcher de refermenter. Donc, bam, faut les taper au soufre, faut les tuer, quoi. C'est un produit qui ne doit plus vivre. Boum. Alors donc, du coup, faire du rosé et puis du blanc, c'est compliqué. Nous, personnellement, on n'a jamais vraiment réussi. Alors, on a réussi une année avec une erreur de chaptélisation. Alors, vous savez, quand votre mou de raisin est pas assez sucré, bon, vous rajoutez du sucre. Alors, les professionnels ont appelé ça la chaptélisation. Bon, en gros, ils rajoutent du sucre dedans, quoi. Et une année, donc, je me suis trompé dans les dosages et j'ai beaucoup trop sucré mon rosé. Et en fait, ça fait une merveille. Ça fait une merveille, pas sucré du tout, hein. C'est-à-dire que les sucres ont muté en alcool. C'était un rosé sec, mais c'était une merveille. Et on en a ouvert une bouteille, il est 2017, on en a ouvert plusieurs bouteilles pendant la vendange. Il était encore fantastique, mais je pense qu'il était fantastique parce qu'il tapait 16 ou 17 bourrins. Voilà. Donc vous avez compris, en gros, si ça fait 16-17, évidemment, ça bougera pas. Mais si c'est un vin à 11-12, vous allez le perdre. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas réussi. Hein. Sans soufre, ça fonctionne pas, on n'y arrive pas. Et comme on veut pas souffrer, du coup, on fait que du rouge. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la différence, c'est pour ça que je disais dans la première vidéo, je disais voilà, pour moi il y a vraiment il y a d'un côté le rosé et le blanc qui sont pour moi du jus de raisin additionné de soufre, et de l'autre côté vous avez le vin rouge, lui qui peut être vraiment le sang du Christ, hein, le truc, il n'y a rien dedans, quoi. C'est juste du jus de raisin qui a fermenté, voilà. Et donc je dirais, pour les novices, comme moi, je suis encore un novice. Au bout de 11 vendanges, finalement, je suis un novice. Sauf que je pars de zéro. J'ai pas mon père qui faisait de la vigne, etc. Parce que les mecs, j'en connais, hein, ils font le vin comme vous allez pisser un coup. Et leur vin est fantastique. Et quand tu leur poses la question, en fait, ça fait 5 générations qu'ils font le pinard. Donc les mecs, ils font ça sans réfléchir. Ils croient qu'ils font rien. Mais en réalité, ils ont un savoir-faire phénoménal. Et donc voilà, moi je dirais quand on ne sait pas, on fait du rouge, parce que ça c'est accessible, ça vous pouvez le faire sans problème. Après il y a des chanceux, j'ai un copain qui a une belle treille de noix, il a réussi à faire du blanc pour la première fois première fois qu'il faisait du blanc, il l'a réussi. Bon, un soir je suis passé chez lui, il me dit faut que tu goûtes Fred, faut que tu goûtes. J'ai goûté son machin, j'ai pris une gifle, hein. J'ai pris une gifle directe avec 2 petits verres de cave, donc son bordel c'est pareil, il devait être à 15-16, alors là évidemment ça se tient, mais dans la majeure partie du temps, on fait des vins, non pas à 15-16, mais plutôt à 11, à 12. Et là, c'est vrai que ça tient mal. Donc moi, je conseillerais de partir sur le rouge. Voilà. Autre point que je voudrais aborder, donc c'est sur la vinification. Nous on a travaillé dans ce qu'on appelle des garde-vins, c'est-à-dire c'est un fût en fibre de verre, c'est vertical, vous mettez votre vin dedans et il y a un couvercle qui se pose avec une chambre à air qui fait le tour, ce qui fait qu'il n'y a pas d'air qui passe. On a travaillé comme ça, bon, ça faisait du vin sans problème, mais quand j'allais voir des anciens qui faisaient goûter leur vin, les mecs, il y avait quelque chose que nous, on n'avait pas, quoi. Alors, je leur dis, mais qu'est-ce que c'est comme cépage? Rideau 54-55. Alors oui, d'accord, bon, mais comment tu fais? Il passe des graines. Ouais, le mec, il te raconte, et tu te rends compte que tu fais exactement comme lui. Tu laisses cuver combien de temps? Il laisse 4-5 jours, dépend. Et je comprenais pas, quoi. Et puis parce que pour moi, dans ma tête, la barrique donnait un goût de fût de chêne. Donc leur vin n'avait pas de goût de fût de chêne. Donc je me dis, mais comment ils font? Leur truc, c'était un truc de fou, hein. Je veux dire, franchement, moi, les premières fois que j'ai goûté ça, du 54-55 passé dans leur barrique, là, mais c'est incroyable. Tu te dis, en fait, dans le commerce, je sais pas, je donnerais 25 balles pour avoir une bouteille comme ça. Tellement c'est bon, mais vous pouvez plus vous arrêter.
C'est complètement malade. Et donc, je paierais cher pour avoir ça. Honnêtement, je vous jure, c'est phénoménal. Il y a une espèce de bouquet en fin de bouche. Oh, c'est extraordinaire, quoi. Il n'y a pas ce côté tannique des vins du commerce, etc. Là, c'est le truc. Enfin, et donc, j'ai fini par comprendre, à force de les questionner, parce qu'ils étaient un peu avares, les mecs. Ils donnent pas trop leurs tuyaux. En fait, j'ai fini par comprendre que, en fait, la barrique, chez eux, elle est pas neuve du tout. C'est une vieille barrique. Et en fait, les gars, c'est vraiment le principe c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que les mecs, ils s'arrangent pour très peu décaper leur barrique à l'intérieur. Normalement, ils la rincent un petit peu. Ils la font sécher et une petite mèche de soufre. Alors ça, on n'a pas le choix, on a essayé des choses, il n'y a pas moyen. C'est-à-dire que si tu veux pas perdre ta barrique, il faut lui mettre une mèche de soufre dans le fion, tu n'as pas le choix. C'est ça ou tu perds ta barrique. Bon, bref, on est obligé, ça on est obligé. Donc il y a effectivement toujours un petit peu de soufre dans le vin, mais disons que ça n'a rien à voir avec du soufre liquide qui est contenu dans le vin, comme dans le vin blanc, dans le vin rouge, dans le vin rosé qui vous fait mal au casque à la mort le lendemain. C'est pas le vin qui vous a fait mal, c'est le soufre. Hein. Et comme dirait l'autre, faut le savoir. Hein. Oui, c'est pas moi qui le dis, hein. Faut le savoir. Bon, moi j'ai fait le test. Avec mon vin de vigne sans soufre, je peux boire. J'ai déjà fait 1,5 litre dans la soirée, bon, de 19h à minuit, toute la soirée, tranquille, 1,5 litre. Le lendemain, je me lève, je suis frais comme un gardon. Si je fais 2,75 du commerce, non mais c'est même pas la peine. Ma journée est cramée du lendemain, la tête de même, enfin, vous connaissez le truc quoi. Hein. Donc vraiment le soufre ça casse la gueule, il faut le savoir. Et je me suis un petit peu perdu, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, le soufre dans la barrique c'est obligatoire. Mais c'est pas parce qu'on met une mèche de soufre dans sa barrique que le vin va casser la tête. Ça n'a rien à voir avec des additions de soufre, etc. Là, je sais pas quel pourcentage de soufre passe dans la barrique, mais c'est très peu. Bref, donc en gros, les gars, ils rincent un tout petit peu la barrique, ils mettent une mèche de soufre. Terminé. Et donc, elle est culottée cette barrique. Et il y en a même qui poussent le bouchon encore plus loin, ils gardent un seau de vin et ils lavent leur barrique avec un seau de vin. Vous voyez le truc ? Vous voyez les mecs, c'est là que vous voyez le savoir-faire et jusqu'où les mecs ont poussé le truc et ils sont montés en qualité en fait, non pas à regarder les molécules du vin comme font les professionnels, de mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça. Eux non, le jus de raisin c'est le jus de raisin, mais nous on va travailler notre fût pour qu'il devienne vraiment le truc qui va donner du goût au vin. Et ça c'est extraordinaire parce que si vous voulez, en gros les barriques elles sont vanillées, vous mettez le nez dedans, elles ont un nez vanillé, sucré, fruité, c'est juste incroyable. Et maintenant, on a des barriques, nous, ça y est, qui sentent bon comme ça. Vous mettez votre vin dedans. J'ai presque envie de dire quel qu'il soit, bon, voilà, qu'il soit quand même correct. Et en fait, il aura le goût de l'odeur de la barrique. Donc c'est extraordinaire. Alors par contre, voilà, donc il y a des gars qui vont jusqu'à laver leur barrique avec du vin pour pas qu'il y ait de l'eau qui aille dedans. Vous voyez jusqu'où ils poussent le bouchon. Mais vraiment, ces mecs-là sont montés en qualité, c'est juste incroyable. Et ça dans le commerce, pour moi, ça n'existe pas. Hein. Et moi, j'ai des copains qui font des soirées œnologie et tout, ça m'emmerde, moi je veux pas y aller. Je sens que je vais m'emmerder, c'est sûr. Et je vais leur dire, arrache-moi ta merde, goûte-moi dans le vin de la vigne, tu vas voir que c'est autre chose, je te garantis. Et voilà, et moi je trouve des produits mais incomparables et je serais prêt, je veux dire, dans l'idée où je ferais pas de vin, etc., je serais prêt à payer cher pour avoir ces bouteilles-là, que les mecs ils vendent ça 1 euro du litre, il faut le savoir, hein, encore une fois. Vous allez dans les fermes, les mecs qui font du vin, vous avez des Rolls-Royce à 1 euro du litre, c'est juste un truc de fou. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je voulais faire un format court, je suis déjà à 18 minutes, mais en tout cas, je vous dis à très bientôt, ciao. Boire un canon, c'est sauver un vigneron. Si tu bois du vin, t'auras des copains. Bon, vous êtes en direct de mon chai, et je vous fais faire un peu le tour du propriétaire. Voilà, donc là-bas il y a les petites gnôles, et puis là il y a le pinard. Voilà. Et alors vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que c'est d'avoir son vin nouveau dans les cuves. Je pense que les gens aujourd'hui ne prennent pas la mesure de la vendange, parce qu'il y a de l'alcool plein les magasins, tu vois, au supermarché il y a du vin toute l'année. Il faut vraiment se replonger dans l'histoire et imaginer qu'à l'époque les mecs ils n'ont pas de sous. Ils n'ont pas de fric, ils n'achètent pas de vin. Le vin, c'est celui que tu fais. Et il faut s'imaginer que le vin que tu fais, au mois de mai, il est baisé. Il repart en fermentation, enfin c'est fini, ça fait du vinaigre, terminé. Bon. Donc, t'as plus de vin de mai jusqu'à... Tu vois, bon, t'en as pour un petit moment à attendre.
T'as le pinot éventuellement pour faire le raccord, mais t'as plus de pinard. Ou alors tu bois du vinaigre. Voilà, soit l'un, soit l'autre. Et donc, faut s'imaginer le vin nouveau qui arrive. Imaginez la joie d'avoir ce vin nouveau qui est rentré dans les caves. Et là, tu peux aller te servir. Et c'est là où ça devient extraordinaire. Ça va peut-être pisser à côté. Voilà. Voilà. Et là, t'as ton vin nouveau qui est là. Alors là, c'est encore à moitié du jus de fruits. Hein. C'est pas fini. Nous, on a fait la vendange à la mi-octobre. Donc le vin, il a 1 mois. Alors, avec une température optimum de fermentation, c'est-à-dire 20 degrés, il serait fini. Mais comme ici, dans mon chai, il fait frais, bah ça met un peu plus de temps. Bon. Mais c'est pas grave, parce que du coup, il y a le côté jus de fruits qui reste. C'est terrible. Là, oui, je viens de boxer pendant 2 heures, là. Regardez ce qu'on a droit après la boxe. Oh. Il y a un parfum là-dedans. 54-55. Cépage Cébelle de son vrai nom. C'est de la folie, c'est de la folie. Là, on est encore moitié sucre, moitié alcool, on doit être moite-moite. Hein. Donc je pense qu'on a un produit qui doit être à 7 degrés, là, un truc comme ça. Calas Novas, il peut repasser avec ses jus de carotte, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Là... sans commentaire. Complètement baisé. Si t'as pas connu ça dans ta vie, t'as loupé ta vie. Tu vois, moi c'est pas la Rolex de mes couilles là. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est pas ça, c'est toi, si t'as pas connu ça dans ta vie, t'as loupé ta vie, c'est clair. Ça c'est de l'or en barre, regarde la couleur du pouce. Ils n'ont pas su voir en toi la princesse, ils n'ont pas su écouter ton âme enchantée.